Je m'appelle Rodrigo. Enfin, ce n'est plus vraiment important de savoir mon nom. Ce qui compte, c'est que j'ai été l'un des rouages de la machine de mort du cartel de Jalisco Nueva Generación, l'organisation criminelle qui a transformé Guadalajara en un champ de bataille invisible. J'ai 18 ans, et déjà, j'ai du sang sur les mains. Ce n'est pas une métaphore. J'ai tiré sur des hommes, j'ai regardé leurs yeux se vider de toute vie, j'ai ressenti cette odeur métallique qui colle à la peau et qu'aucune douche ne peut effacer. Aujourd'hui, je parle parce que je suis encore vivant. Beaucoup de mes camarades n'ont pas eu cette chance. On ne sort pas vivant d'un cartel comme le CGNG, à moins d'avoir un miracle ou une condamnation à perpétuité. Moi, j'ai fui, j'ai survécu, mais j'ai laissé derrière moi des fantômes qui ne cessent de murmurer dans mes nuits. Ce que je vais dire n'a jamais été raconté publiquement. C'est une confession interdite, un secret que je porte depuis des années et qui m'étouffe. Guadalajara, fin des années 2010. Les rues semblaient tranquilles pour ceux qui voulaient fermer les yeux. Mais derrière les façades des maisons populaires, derrière les musiques qui résonnaient dans les bus bondés, se cachait un autre monde. Un monde où chaque coin de rue appartenait à quelqu'un, une cellule armée, un lieutenant, un patron invisible. Dans ce monde, rien n'était laissé au hasard. Même les enfants qui jouaient au ballon servaient parfois d'yeux et d'oreilles pour les narcos. J'ai grandi dans ce décor. Pas par choix, mais par fatalité. À La Perla, un quartier pauvre et oublié, la faim était plus puissante que la peur. J'avais 17 ans quand j'ai compris que laver des voitures pour quelques pesos ne sauverait pas ma sœur cadette, malade de leucémie. J'avais 17 ans quand j'ai accepté l'offre qui allait sceller mon destin, devenir un halcon, un guetteur pour le CGNG. Ce premier pas, je le croyais anodin. Juste observer, envoyer des messages, fermer ma bouche. Mais en réalité, c'était le début d'une descente aux enfers. On m'a souvent demandé pourquoi. Pourquoi un gamin normal choisit-il de plonger dans la boue, d'entrer dans la spirale de la violence? La vérité est brutale. Quand vous n'avez plus rien à perdre, quand la pauvreté vous écrase et que la maladie menace de vous voler la seule personne qui compte, vous n'entendez plus les avertissements, vous n'écoutez plus la peur. Vous saisissez la main tendue, même si elle vous entraîne dans l'abîme. Aujourd'hui, je parle parce que j'ai survécu à cet abîme. Mais pour comprendre comment un adolescent de Guadalajara est devenu un sicario, il faut revenir en arrière. Il faut que je vous raconte mon enfance, ma famille, et ce vide qui a ouvert la porte au cartel. Je suis né dans un quartier où les rues ne pardonnent pas. La Perla, Guadalajara. Quand on parle de ce nom, certains imaginent encore une carte postale de la perle de l'Occident. Mais ceux qui connaissent savent qu'il s'agit surtout d'un labyrinthe de maisons en parpaing mal peintes, de câbles électriques emmêlés et de trottoirs fissurés par la misère. C'est là que j'ai grandi, dans un décor qui n'offrait aucun avenir. Ma mère a élevé seule 3 enfants après que mon père est parti un matin et n'est jamais revenu. Elle se levait à l'aube pour aller nettoyer des maisons dans les quartiers riches de Providencia. Je me souviens encore de ses mains couvertes de crevasses, à force de frotter des sols qui brillaient pour d'autres, jamais pour nous. Malgré ses efforts, l'argent ne suffisait jamais. Nous vivions au rythme des dettes et des coupures d'électricité, avec ce sentiment constant d'être de trop dans une ville qui s'enrichissait sans nous. Ma petite sœur, la plus fragile de nous 3, a été diagnostiquée avec une leucémie. Elle avait 11 ans, à peine l'âge de rire, sans comprendre la cruauté du monde. J'ai vu ses cheveux tomber, j'ai vu ses lèvres se fendre après chaque crise, et j'ai vu ma mère s'effondrer devant les factures d'hôpital. Il n'y a rien de plus humiliant que de savoir que la vie de ton propre sang dépend d'un médicament que tu ne peux pas payer. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être un adolescent. Je suis devenu un survivant. Pour aider,
Je travaillais dans un lavage de voitures, à la Calzada del Ejército. Tous les jours, je frottais des carrosseries sous le soleil brûlant, les mains noircies par le savon et l'huile, pour quelques pièces qui ne remplissaient même pas une assiette de haricots. Les clients me regardaient à peine. Je n'étais pour eux qu'un gamin invisible, un reflet dans leurs vitres teintées. Mais au fond de moi, je bouillonnais. Je voyais les enfants des riches traverser les rues avec des baskets neuves, des portables brillants, et je me demandais pourquoi ma sœur devait mourir dans un lit froid, alors que d'autres gaspillaient des fortunes pour une soirée. À la Perla, les enfants apprennent très tôt que la justice n'existe pas. L'école était un bâtiment délabré où les professeurs venaient plus pour toucher leur salaire que pour enseigner. Beaucoup de mes camarades avaient déjà abandonné avant même d'avoir 15 ans. Certains vendaient des bonbons dans les bus, d'autres volaient dans les marchés. Moi, je me contentais de laver des voitures et d'espérer. Mais chaque jour, l'espoir s'étiolait un peu plus. La nuit, quand je rentrais à la maison, j'entendais ma mère prier à voix basse. Elle priait pour que Dieu envoie un miracle. Mais Dieu ne descend jamais dans les quartiers pauvres. Ce sont les hommes qui viennent, et souvent, ce sont les mauvais. J'avais 17 ans lorsque l'un d'eux m'a tendu la main pour la première fois. Un inconnu vêtu de noir, qui roulait dans une voiture trop belle pour notre quartier. On l'appelait El Flaco. Tout le monde savait pour qui il travaillait, mais personne n'osait le dire. Avant cette rencontre, j'étais un gamin fatigué, écrasé par des responsabilités trop lourdes. Après, je n'ai plus jamais été le même. Mais pour comprendre pourquoi j'ai dit oui à son offre, il faut que je vous raconte ce premier contact avec le monde des narcos, la première fissure dans le mur fragile de ma survie. C'était un après-midi brûlant, comme tant d'autres, sur la Calzada del Ejército. Je frottais les vitres d'un vieux pick-up poussiéreux, le dos courbé, les mains pleines de savon, quand une voiture blanche aux vitres teintées s'est arrêtée juste devant moi. C'était un vieux Nissan Tsuru, mais dans notre quartier, un Tsuru blanc avec vitres fumées signifiait toujours la même chose. CGNG. La portière s'est ouverte et un homme grand, maigre comme une ombre, en est descendu. Vêtu de noir de la tête aux pieds, lunettes sombres, cigarette au coin des lèvres. On l'appelait El Flaco. Tous, dans la Perla, connaissaient son nom, sans jamais oser le prononcer trop fort. Il s'approcha de moi, me dévisagea un instant et lâcha. « Oral, chamaco, je te vois tous les jours ici, à te briser le dos pour quelques pesos. Dis-moi, ça t'intéresse de gagner en une semaine ce que tu gagnes ici en 3 mois ?» Mon cœur s'est arrêté. Je savais immédiatement qui il était. Je savais ce que signifiait son offre. Mais quand tu as faim, quand tu vois ta sœur cracher du sang faute de traitement, tu oublies les règles, tu oublies la peur. Je l'ai regardé et j'ai répondu d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que je dois faire ?» El Flaco a souri, un sourire froid, presque amusé. « Rien de compliqué, Morito. Tu ouvres les yeux et tu fermes la bouche. Tu seras nos yeux dans ta zone. Tu observes, tu informes, tu ne poses pas de questions. Chaque vendredi, tu reçois 5000 pesos, cash, 5000 pesos. C'était plus que ce que ma mère gagnait en un mois à récurer les soldes des riches. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit oui. C'était ma première erreur. Le lendemain, El Flaco est revenu. Il m'a conduit dans une maison grise, toutes fenêtres barricadées, dans le quartier de Ferrocarril. Une casa de Segurida. À l'intérieur, une vingtaine de garçons de mon âge, la même faim dans les yeux, la même misère tatouée sur le visage. On nous a alignés. Un homme trapu, qu'on appelait El Checo, a pris la parole. « Écoutez bien, cabron, vous n'êtes plus des gamins du quartier, vous êtes les yeux du patron. Vous allez tout rapporter. Soldats, marines, policiers, mouvements suspects, voitures étrangères. Chaque détail compte. On nous a distribué des téléphones jetables et une liste de codes à mémoriser. Les vaches arrivent,
signifiait que l'armée entrait dans la zone. Il y a fête dans la rue voulait dire opération policière. Tout était prévu, organisé avec une précision militaire. Puis El Checo a sorti son portable et nous a montré des photos, des corps mutilés, découpés en morceaux. Sa voix s'est faite glaciale. Si l'un de vous nous trahit, voilà comment il finit. Et ne croyez pas que parce que vous êtes jeune, on vous pardonnera. Ici, il n'y a pas d'enfants, seulement des hommes utiles, ou des cadavres. Je sentais mes jambes trembler, mais dans ma tête, une seule image, ma sœur, branchée à une perfusion, et ma mère pleurant sur les factures. Alors j'ai serré les dents. Je me suis juré de tenir, coûte que coûte. Le soir même, je reçus ma première mission. Marcher dans la perla comme d'habitude, observer, envoyer un message toutes les 2 heures. Simple, presque banal. Pourtant, ce jour-là, sans m'en rendre compte, je venais d'entrer dans un monde dont on ne ressort jamais indemne. 3 semaines passèrent. J'étais devenu un halcon efficace. Je rapportais chaque mouvement de patrouille, chaque visage étranger dans le quartier, chaque bruit suspect. Les billets arrivaient chaque vendredi, soigneusement pliés dans une enveloppe que m'apportait El Flaco. Ma famille mangeait enfin à sa faim. Ma sœur reprenait ses médicaments, et ma mère me regardait avec des yeux pleins de gratitude, sans savoir d'où provenait cet argent. Mais dans les tripes, je savais que tôt ou tard, il faudrait payer le prix. Un soir, El Checo m'appela à part. Sa voix avait le ton de ceux qui n'admettent aucun refus. Le patron est content de toi. Tu n'es plus un simple guetteur. Demain, tu vas rencontrer quelqu'un d'important. Je n'ai pas dormi de la nuit. Était-ce une promotion ou une condamnation? Le lendemain, El Flaco m'attendait devant le lavage de voiture, cette fois avec un pistolet posé bien en évidence sur le siège passager. « Montez, Chamaco. Le commandant veut te voir. » Nous avons roulé longtemps jusqu'à Providencia, l'un des quartiers riches de Guadalajara. Là, derrière de hauts murs bardés de caméras, se trouvait une maison immense. Devant, une dizaine de camionnettes aux plaques d'autres États, toutes aux vitres teintées. À l'intérieur, une odeur de viande grillée, des narcocorridos en sourdine, des hommes vêtus de marque chère, tous armés jusqu'aux dents. L'air vibrait de tension. Au centre du salon, assis sur un fauteuil, un homme trapu, la quarantaine, barbe parfaitement taillée, chaîne en or qui brillait sous la lumière. Commandante Lobo. Son surnom résonnait comme une légende dans les rues. C'était lui qui contrôlait la zone centrale de Guadalajara pour le CGNG. À côté de lui, accoudé au mur, un cuerno de chivot, une AK-47 incrustée de plaques dorées. Il leva à peine les yeux de son téléphone quand je fus présenté. « Alors c'est toi, le petit faucon de la Perla dont tout le monde parle. » Ma gorge était sèche. Je balbutiai. « Oui, oui, Seigneur. » Il s'approcha lentement, son parfum coûteux masquant à peine l'odeur du sang séché que j'imaginais sur ses mains. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» J'hochai la tête, incertain. « Non, Seigneur. » Il posa sa main lourde sur mon épaule. « Parce que tu n'es plus un simple halcon, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir sicario. » Le mot me glaça. Sicario. Cela voulait dire tuer. Cela voulait dire qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Lobo continua, implacable. Tu vas gagner 25 000 pesos par semaine. Ta famille ne manquera jamais de rien. Tu seras respecté dans tout Guadalajara. Mais en échange, tu appartiendras au CGNG jusqu'à ta mort. La loyauté ou la tombe. Es-tu prêt? Mon cœur battait à tout rompre. Dans ma tête, le visage de ma sœur se superposait à celui de ma mère épuisée. Je pensais à tout ce que cet argent pouvait changer. J'ignorais encore tout ce que cela allait me coûter. Alors j'ai serré les dents et j'ai dit « Si, Seigneur, je suis prêt. » Un sourire fendit le visage du commandant. « Parfait. Demain,
tu commences ton véritable entraînement. En sortant de cette maison, je n'étais déjà plus le gamin qui lavait des voitures. J'étais devenu la propriété du cartel de Jalisco Nueva Génération. Et le pire, c'est que j'en étais fier. Le lendemain de ma rencontre avec le commandant Lobo, je fus conduit dans un endroit que nous appelions simplement l'Académie. C'était un terrain immense, perdu dans les collines de Tlajomulco. Des baraques préfabriquées, un champ de tir, une piste d'obstacles, même un héliport. Cela ressemblait plus à une base militaire qu'à un camp clandestin. Mais ici, ce n'était pas l'armée, c'était le CGNG. Nous étions 12 recrues, toutes jeunes, entre 17 et 25 ans. Certains avaient été halcones comme moi, d'autres revendaient de la drogue au détail, et quelques-uns étaient d'anciens policiers expulsés pour corruption. Le chef de l'entraînement, qu'on appelait le Teniente, était un homme massif aux bras couverts de cicatrices. Sa voix claquait comme un coup de fusil. « Oubliez qui vous étiez. Ici, vous n'êtes plus des enfants, des étudiants ou des flics déchus. Ici, il n'existe qu'une seule chose, servir le cartel avec loyauté absolue. » Les journées commençaient à 4 heures du matin. Course de 5 kilomètres, pompes, abdominaux, cordes à grimper. La fatigue écrasait nos muscles, mais le Teniente répétait « Un sicario faible est un sicario mort, et un sicario mort ne sert à rien. » Après l'effort physique venait la technique. On nous apprenait à démonter et remonter un pistolet les yeux bandés, à charger un AR-15 en moins de 30 secondes, à manier des grenades comme si c'était des jouets. Puis les tactiques. Infiltration urbaine, embuscade, fuite rapide, la règle d'or, ne jamais laisser de témoins. Dans ce métier, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu tues, soit tu meurs. Mais le véritable baptême, c'était la première mission. Un matin, le Teniente nous réunit. Son sourire cruel me donna la chair de poule. Aujourd'hui, vous allez prouver que vous méritez vos armes. On nous entassa dans 3 camionnettes aux vitres fumées. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Nous roulâmes jusqu'à la Colonia Oblatos, un territoire encore disputé par un groupe rival. Devant une boucherie peinte en bleu, le Teniente expliqua calmement. Là-dedans, il y a El Gordo Villarreal. Il vend du cristal sur un territoire qui nous appartient. Vous allez entrer par paire. Vous allez le tuer, lui et quiconque se trouve avec lui. Pas de témoins, pas de questions. Mon partenaire était Pancho, un gamin de Tlaquepaque. Ses mains tremblaient autant que les miennes. Nous avons poussé la porte de la boucherie. À l'intérieur, 3 personnes. Villarreal derrière le comptoir, une femme achetant de la viande et un petit garçon d'environ 8 ans. Le monde s'écroula autour de moi. Pancho cria « C'est un braquage !» Villarreal nous regarda sans surprise, comme s'il savait que ce jour finirait ainsi. La femme hurla, l'enfant se cacha derrière elle. Le Teniente avait dit aucun témoin, mais quand mes yeux croisèrent ceux du gamin, j'ai vu le visage de ma propre sœur. Je ne pouvais pas. Alors, j'ai murmuré à la femme « Courez, partez, n'emportez rien, mais partez maintenant. » Ils se sont enfuis en courant. Pancho me lança un regard paniqué. On nous a dit pas de témoins, cabronne. Mais Villarreal me fixa avec une sorte de résignation. Fais-le, chamaco. Termine ton travail. J'ai levé mon arme. 3 coups secs. Le sang éclaboussa le sol carrelé de la boucherie. Villarreal s'écroula derrière son comptoir, sans un cri. Quand nous sommes sortis, le Teniente souriait. Parfait. Maintenant vous êtes de vrais sicarios. Ce soir-là, j'ai reçu 25 000 pesos en liquide. Jamais je n'avais vu autant d'argent. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. À chaque fois que je clignais des paupières, je revoyais le petit garçon serrant la main de sa mère, fuyant dans la rue. Je venais de franchir la ligne, et je savais qu'il n'y aurait plus de retour possible. Après cette première mission, quelque chose s'était brisé en moi.
J'avais franchi le seuil. Le sang de Villarreal tachait encore mes mains, même si je les lavais jusqu'à m'écorcher la peau. Mais dans les yeux du Teniente et du commandant Lobo, j'étais devenu autre chose, un soldat utile. Et dans ce monde, l'utilité se payait cher. Dès lors, je ne fus plus jamais traité comme un simple alcan. Mon salaire hebdomadaire grimpa à 25 000 pesos. Pour un gamin de 18 ans, venu de la Perla, c'était une fortune. Ma famille déménagea dans une maison plus décente à Tlaquepaque. Ma mère put arrêter de nettoyer les maisons des riches et s'inscrire à des cours d'informatique. Ma sœur reçut enfin les médicaments les plus chers. Aux yeux du voisinage, nous étions sortis de la misère. Personne ne posait de questions. Tout le monde savait que l'argent du cartel achète le silence aussi bien que la peur. Moi, je commençais à goûter à une vie que je n'aurais jamais imaginée. Les voitures, les vêtements de marque, les montres brillantes. J'entrais dans des clubs où jamais je n'aurais osé m'approcher auparavant. Les filles se pressaient autour de nous, fascinées par l'aura des sicarios, par ce mélange de danger et de pouvoir. Dans leurs yeux, j'étais passé de l'ombre à la lumière. Mais cette lumière était trompeuse. Les soirées organisées par le CGNG étaient somptueuses. Piscines débordant de champagne, corridos joués en direct par des groupes célèbres, tables couvertes de cocaïne et d'armes comme si c'étaient des décorations. Les rires étaient forts, les embrassades chaleureuses, mais derrière chaque sourire, je voyais la même peur. Nous savions tous que ces fêtes pouvaient se transformer en exécution si le patron soupçonnait une trahison. Le commandant Lobo me confia rapidement plus de responsabilités. Je ne devais plus seulement exécuter des ordres, mais superviser un petit groupe d'hommes. Nous devions assurer la sécurité du territoire central de Guadalajara, surveiller les commerçants qui payaient la quota, éliminer les concurrents, recruter de nouvelles recrues. À 18 ans, j'étais devenu chef d'une cellule. Les gars m'appelaient Jeffé. Ce mot sonnait doux à mes oreilles, presque irréel. Pourtant, chaque promotion était aussi une condamnation. Plus on montait, plus on se rapprochait du vide. Lobo me répétait « N'oublie jamais, Chamaco. Ici, la loyauté vaut plus que la vie. Celui qui trahit finit dans l'acide. » Je hochais la tête, mais la vérité, c'est que je sentais déjà une fissure en moi. Chaque mission me rendait plus froid, chaque mort me semblait plus facile. Je commençais à parler de mes victimes comme de simples travaux. Mais certaines nuits, le visage du petit garçon dans la boucherie revenait me hanter. Et pourtant, l'ivresse du pouvoir était trop forte. Dans les rues de Guadalajara, je n'étais plus l'adolescente invisible qui lavait des voitures. J'étais respecté, craint, parfois même admiré. Les commerçants me saluaient avec des mains tremblantes. Les jeunes du quartier me regardaient comme un modèle, rêvant de suivre mes pas. C'était ça, le piège. Le pouvoir avait un goût sucré, addictif. Je croyais avoir atteint le sommet. Je pensais contrôler ma vie. Mais la vérité, c'est que je n'étais qu'un pion sur l'échiquier du CGNG. Et bientôt, j'allais le découvrir de la pire des façons. À l'intérieur du CGNG, tout semblait réglé comme une horloge. Ce n'était pas seulement une bande armée, c'était une armée parallèle. Chaque membre connaissait sa place. Au sommet, El Mencho, intouchable, presque mythique. En dessous, ses lieutenants, puis les commandants comme Lobo et le Teniente, ensuite les cellules de sicarios. Et enfin, les halcones, la chair à canon. Moi, j'étais passé de la base au milieu de la pyramide. Les règles étaient claires. On les appelait les lois du silence. La première, ne jamais parler du travail à qui que ce soit. Pas à ta famille, pas à ta copine, pas même à un frère de sang. La deuxième, obéir sans poser de questions. La troisième, ne jamais trahir. Celui qui brisait ces règles ne recevait ni pardon ni procès. Il finissait à la Casa de los Gritos ou dans un baril d'acide.
Pour maintenir cette loyauté, le cartel mélangeait peur et privilège. D'un côté, il y avait la menace permanente. J'avais vu de mes propres yeux des camarades disparaître du jour au lendemain, puis réapparaître en morceaux dans une vidéo de décapitation. De l'autre, il y avait l'opulence. Fêtes dans des villas luxueuses, montagnes de billets sur les tables, files qui riaient en posant avec des armes dorées comme si c'était des bijoux. Je me souviens d'une nuit à Providencia. Le commandant Lobo avait organisé une fiesta pour célébrer la victoire contre un groupe rival. Des musiciens jouaient des narcocorridos, des bouteilles de whisky circulaient, et les plus jeunes recrues s'émerveillaient devant les Hummers et les AR-15 customisés. Tout semblait irréel, presque joyeux. Mais moi, je voyais les gardes armés postés à chaque porte. Je sentais les regards méfiants entre les invités. Ici, l'ivresse de la fête se mélangeait toujours à l'ombre de la mort. Les relations à l'intérieur de l'organisation étaient bâties sur un équilibre fragile, la loyauté forcée et la peur de l'exécution. Nous nous appelions Hermanos, mais chacun savait que le moindre soupçon pouvait transformer un frère en bourreau. J'ai vu des hommes qui riaient ensemble un soir, se retrouver face à face le lendemain, l'un tenant le pistolet, l'autre suppliant pour sa vie. Pour nous, la normalité avait disparu. Les repas se prenaient dans des casas de seguridad entourés de fusils. Les conversations tournaient autour des prochains coups, des dettes à recouvrer, des policiers à soudoyer. La violence n'était plus un accident, elle était notre quotidien. Et pourtant, certains soirs, au milieu de cette folie, je sentais une fissure. En voyant un camarade exhiber sa nouvelle Rolex tachée de sang, en entendant une fille rire trop fort devant un corps gisant au sol, je me demandais, est-ce que vraiment ça, la vie que j'ai choisie? Mais le doute, dans notre monde, était un luxe mortel. Alors je me taisais, je souriais aux fêtes, je partageais l'argent, je levais mon verre en l'honneur du patron. J'étais devenu un acteur dans une pièce où le scénario était écrit d'avance. Loyauté absolue ou mort certaine. Ce que je n'imaginais pas encore, c'est que derrière ces apparences de puissance, un jeu plus grand se déroulait. Un jeu où nous, les sicarios, n'étions que des pions. Et le jour où j'ai compris cela, ma vie a basculé une nouvelle fois. Je croyais connaître les règles du jeu. Observer, tuer, protéger le territoire, encaisser l'argent. Mais un soir, le commandant Lobo m'a convoqué dans une villa isolée à Tonala. L'ambiance était différente. Pas de musique, pas de filles, seulement des visages fermés et des armes chargées. Sur la table, il y avait une photo d'une jeune femme. Elle avait environ 25 ans, des cheveux noirs tombant sur ses épaules, un sourire timide figé sur le cliché. Son nom, Patricia Hernandez. Elle est la sœur d'El Chema, expliqua Lobo. Ce cabran nous doit 2 millions de pesos. Nous allons garder la fille jusqu'à ce qu'il paye. Je pris la photo dans mes mains. Son regard me troubla immédiatement. Elle ressemblait à ma cousine, Coco, celle que j'aimais comme une sœur. Mon ventre se serra, mais je hochai la tête. Dans ce monde, les ordres ne se discutent pas. Pendant une semaine, j'ai suivi Patricia. Chaque soir, à 6 heures précises, elle sortait de son cabinet d'avocat à l'Avenida Patria. Toujours le même bus, toujours la même rue, toujours la même routine. J'étudiais ses gestes, ses pas, ses regards. Plus je l'observais, plus il devenait difficile de la considérer comme une simple marchandise. Elle était humaine, normale, innocente, et pourtant, pour nous, elle n'était qu'un pion dans une partie qui nous dépassait. Le vendredi, Lobo me convoqua de nouveau. « Tout est prêt ?» demanda-t-il. « Oui, Seigneur. Je connais ses horaires, ses trajets. »« Bien. Lundi, tu la veux ici vivante, et pas une égratignure. C'est une marchandise précieuse. » Ce mot me fit frissonner. Marchandise. Comme si cette femme n'était rien d'autre qu'un sac de billets ou une arme à feu.
Le lundi, nous avons agi, moi, Charot et El Pecas. À la sortie du bus, Patricia marchait seule. Je l'ai abordée poliment. « Excusez-moi, señorita, vous savez où se trouve la pharmacie la plus proche ?» Elle a souri, innocente. Charot est arrivé derrière elle, un chiffon imbibé de chloroforme sur la bouche. En 10 secondes, elle s'était effondrée. Nous l'avons jetée dans une camionnette et conduite jusqu'à une casa de Seguridad. Quand elle s'est réveillée, elle était attachée à une chaise. Ses yeux baignaient de larmes. « Pourquoi moi? Je n'ai rien fait. » Je lui ai répondu d'une voix dure. « Ton frère nous doit de l'argent. Tu resteras ici jusqu'à ce qu'il paye. » Mais les jours passaient, et El Schéma restait introuvable. « Parti aux États-Unis, » disait-on. La colère de Lobo montait. Le mercredi, il entra furieux dans la pièce. « Ce fils de pute s'est enfui. Alors nous allons faire de sa sœur un exemple. » Je compris immédiatement ce que cela voulait dire. Patricia allait mourir. Une exécution filmée pour terroriser les autres débiteurs. Cette nuit-là, je suis resté seul de garde. Patricia m'a regardé longuement. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Rodrigo, tu as une sœur, non? Moi aussi. Elle s'appelle Fernanda. Elle a 15 ans. Elle rêve de devenir maîtresse d'école. Si je meurs, qui s'occupera d'elle ?» Ces paroles m'ont transpercé. Pour la première fois, quelqu'un me rappelait que derrière chaque cible, chaque marchandise, il y avait une famille, un cœur, des rêves. Ce soir-là, dans le silence oppressant de la maison, j'ai pris ma décision. J'allais trahir. J'allais sauver Patricia, même si cela me coûtait la vie. La décision était prise. À 3 heures du matin, pendant que Charot ronflait sur le canapé et qu'El Pecas somnolait, j'ai défait les liens de Patricia. Ses poignets portaient déjà les marques profondes de la corde. Je lui ai murmuré. « Ne fais aucun bruit, suis-moi. » Elle hocha la tête, les yeux agrandis par la peur. Pieds nus, elle avançait en silence derrière moi. Dehors, l'air était glacé. Ma voiture était garée à quelques mètres. Nous avons couru jusqu'à elle. Avant de la laisser partir, je lui ai tendu 500 pesos, tout ce que j'avais sur moi. Prends un taxi pour l'aéroport. Pars le plus loin possible. Change ton nom. Ne reviens jamais à Guadalajara. Elle m'a serré dans ses bras, les larmes brouillant sa voix. Merci. Je n'oublierai jamais. Je la regardais disparaître dans la nuit, sachant que je venais de signer ma condamnation. À l'aube, le chaos éclata. Quand El Pecas s'est réveillé et a découvert la pièce vide, ses cris ont résonné jusqu'à la rue. Charot est accouru, puis le commandant Lobo lui-même. En quelques minutes, j'étais encerclé, une arme pointée sur mon front. « Parle, cabronne! Où est-elle » rugit Lobo. Je niais tout. J'ai prétendu m'être endormi, que je n'avais rien vu. Mais personne n'était dupe. Charot me tenait les bras. El Pecas me frappait au ventre. Les coups pleuvaient. J'ai senti mes côtes craquer, le goût du sang envahir ma bouche. Pourtant, je n'ai rien avoué. « Assez !» cria Lobo. « Amenez-le à la Casa de los Gritos. » Ce nom glaça mon sang. Tout le monde connaissait cet endroit, une maison à El Salto, où l'on emmenait les traîtres. On l'appelait la maison des cris, parce qu'on pouvait entendre les hurlements jour et nuit. On me traîna dans un sous-sol qui empestait le sang séché et l'urine. Instruments de torture alignés sur une table. Pinces électriques, chalumeaux, seringues d'adrénaline. Le maître des lieux, surnommé El Doctor, portait encore des lunettes médicales. Ancien médecin devenu bourreau. « Tu vas parler, Chico » me dit-il d'une voix presque douce. « Ici, je peux te garder en vie des semaines, te faire souffrir sans jamais te tuer. » Le premier supplice fut le feu. Il m'appliqua le chalumeau sur la plante du pied. L'odeur de chair brûlée me fit perdre connaissance.
Il me ranima avec une injection. Puis vint l'électricité, directement sur mes parties intimes. Je hurlais jusqu'à vomir du sang. 3 jours durant, il me mutila, me coupa, me brûla, me replongea dans une agonie interminable. Mais je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Avouer, c'était condamner Patricia. Le 3e jour, une porte s'ouvrit. Le silence se fit instantanément. Même les gardes baissèrent de la tête. Un homme entra, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un jean. Cheveux poivre et sel, taille moyenne. Il aurait pu passer pour un paysan ordinaire. Mais ses yeux de prédateur faisaient comprendre immédiatement qui il était. El Mencho. Il s'approcha, me détailla comme un insecte sous une loupe. « Alors, c'est toi, le traître ?» dit-il calmement. Je n'eus pas la force de répondre. « Tu sais combien d'hommes j'ai tués de mes propres mains? Plus de 200. Tu sais pourquoi je suis encore là? Parce que je comprends la loyauté et la trahison. » Il montra du doigt une grande cuve métallique au fond du sous-sol. « Dans 5 minutes, tu finis dans l'acide. Tu te dissoudras lentement. Mais avant, tu vas me dire où est la fille. » Mon cœur s'arrêta, mais soudain, il ajouta « 3 jours de torture, et tu n'as pas parlé. Tu as des cojones. Alors je t'offre une seule chance. Tu pars. Tu as 24 heures pour quitter Jalisco. Si je te revois, je te tue moi-même. » Je crus halluciner. Mais Lobo confirma d'un regard noir. On me jeta dehors, brisé, ensanglanté, mais vivant. À ce moment-là, je n'étais plus un sicario respecté. J'étais un mort en sursis. On m'avait jeté au milieu de la nuit sur un trottoir de Guadalajara, les côtes brisées, la peau marquée par le feu et l'électricité. J'étais à peine capable de marcher, mais j'étais vivant. Un miracle dans un monde où personne n'en attend. Je suis rentré tant bien que mal à Tlacpac. Quand ma mère m'a vu franchir la porte, elle s'est effondrée en larmes. Mon visage tuméfié, mes lèvres éclatées, mes pas hésitants. Elle m'a demandé « Qui t'a fait ça ?» Je n'ai pas eu le courage de dire la vérité. Je lui ai menti. On m'a agressé dans la rue. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il ne me restait qu'une seule issue. Fuir. J'ai donné à ma mère ce qu'il me restait d'argent, une poignée de billets tachés de sang. C'est pour toi et ma sœur. Je dois partir travailler ailleurs. Elle a voulu protester, mais dans mes yeux, elle a lu ce que je ne pouvais pas dire. À l'aube, j'ai pris un bus pour Tijuana, le plus loin possible de Jalisco. Je regardais défiler le paysage, les collines et les villages, et je pensais à Patricia. Était-elle vraiment en sécurité? Avait-elle réussi à recommencer une vie, quelque part, loin du cartel? Je ne le saurais jamais, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais me regarder dans un miroir sans mépriser le reflet. J'avais sauvé une vie, même au prix de la mienne. La fuite ne m'a pas libéré. Chaque nuit, je rêve encore de la Casa de los Gritos. Les hurlements, l'odeur de chair brûlée, les regards vides de ceux que j'ai exécutés. Je sais que je porterai toujours ces fantômes avec moi. Le sang ne s'efface pas. L'argent que j'ai gagné ne valait rien face à la paix que j'ai perdue. Alors pourquoi je parle aujourd'hui? Parce que j'ai compris une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Dans ce monde, il n'y a pas de héros, seulement des survivants. Les cartels ne sont pas seulement faits de tueurs, mais aussi de familles, de politiciens, de policiers corrompus, de banquiers qui blanchissent l'argent. J'étais un pion, et je croyais être un roi. En réalité, les vrais patrons, ceux qui tirent les ficelles, restent toujours invisibles. Je ne cherche ni pardon, ni rédemption. Je raconte pour que vous sachiez, pour que personne n'idéalise cette vie faite de poudre blanche et de billets verts. Derrière chaque corrido narco, derrière chaque villa luxueuse, il y a du sang, des cris, des mères en deuil et des enfants orphelins.
J'ai 18 ans et j'ai déjà vécu ce que beaucoup ne vivront jamais. J'ai tué, j'ai trahi, j'ai survécu, et aujourd'hui, je choisis de témoigner. Parce que si mon histoire peut dissuader un seul gamin de la Perla de suivre mes pas, alors peut-être que mes péchés auront au moins servi à quelque chose. Je conclus avec ces mots. Le pouvoir ne sauve pas, l'argent ne rachète pas, et la mort ne fait pas de distinction. Mais la vérité, même chuchotée, a parfois plus de force qu'une rafale d'AK-47. Et si vous cherchez encore à savoir qui sont les vrais maîtres de ce monde, souvenez-vous, les vrais patrons restent toujours invisibles.